Vous voyez, les questions de l'ouverture commerciale sont devenues très importantes. Alors, qu'est-ce qui est dans ce contexte du système de solution des différends de l'OMC, un système qui garantissait et qui garantit l'application impartiale et indépendante des règles et le développement de ces règles à travers une jurisprudence constante. Le système est basé sur deux niveaux, des panels arbitraux d'experts commerciaux des pays en premier niveau et un organe d'appel formé tous de juristes qui garantit l'unité de cette jurisprudence, surtout que, comme nous avons entendu, les cas, on est arrivé à 600 cas devant les panels et donc c'est important d'établir une sécurité juridique qui peut aussi aider les pays pour leur législation. Ce n'est pas seulement en cas de dispute, de différends. On voudrait que les différends, pas nécessairement, doivent aller à des organes arbitraux ou judiciaires. Ils peuvent être résolus à l'amiable. Une grande partie de ces accords, de ces différends sont résolus à l'amiable, mais naturellement dans un contexte multilatéral dont l'accord ne peut pas aller contre l'envers des droits des autres pays. Alors, c'est un système qui peut gérer la solution de ces différends si toutes les parties participent en bonne foi et sont intéressées dans le respect des règles et trouver des solutions dans le système. Si le système est en difficulté, si les pays veulent adopter des mesures unilatérales de protection, ça commence avec la première administration Trump, des extra droits de douane pour protéger l'industrie de l'acier et de l'aluminium américaine, en invoquant des raisons de sécurité économique qui vont bien outre au cadre du GATT, où l'article 21 prévoit l'exception de sécurité dans des cas de guerre ou de crise des relations internationales. Donc, il y a eu un panel qui a reconnu que c'était le cas entre l'Ukraine et la Russie, pas de cette guerre, mais déjà au temps de la crise de Crimée, où il y a eu un cas entre l'Arabie Saoudite et le Qatar qui a été résolu à l'amiable rapidement quelques années après. Mais on ne sait pas étendre la possibilité d'un pays d'invoquer cette sécurité économique pour se soustraire à ses obligations, introduire des droits de douane qui endommagent d'autres pays. Alors, dans ce contexte qui est celui qui a commencé les États-Unis, mais je dois dire aussi l'Union européenne et la Chine ont pris des positions d'un côté en faveur du système multilatéral, en grande partie aussi des pays en voie de développement, mais en même temps, dans ce contexte, surtout, moi je peux parler pour l'Union européenne, l'adoption de mesures unilatérales qui, on l'appelle un protectionnisme vert, parfois donc les droits sur l'émission de CO2 des produits importés, le CBAM en anglais, qui va entrer en fonction l'année prochaine, des droits donc de protection environnementale sur des importations comme le ciment et l'acier de pays qui n'ont pas les mêmes standings environnementaux, le règlement sur la déforestation dont on a parlé hier en partie, qui naturellement sont à la limite de la légalité, à mon avis, de l'OMC. Et aux mesures américaines, il y a d'autres pays qui répondent. Par exemple, l'administration Biden, le IRA, c'est-à-dire la loi sur le financement du développement écologique des États-Unis, qui prévoit des grands subsides à l'industrie, par exemple des batteries électriques, etc., qui est réservé aux industries américaines. Alors la Chine a commencé une procédure à l'OMC en disant ça c'est une discrimination qui est contraire à la règle du traitement national. Alors le système des différents a des difficultés à gérer des crises de ce genre. Si les États-Unis ont perdu les cas sur les droits de douane
extra droits de douane sur l'acier et l'aluminium, mais ils n'ont pas eu aucune intention d'appliquer la décision, et vu leur force économique, ont convaincu d'autres pays d'entrer dans des négociations bilatérales qui sont contraires à l'esprit de l'OMC. Alors, par exemple, avec l'Union européenne, ils ont suspendu les droits à condition que les États européens n'exportent pas plus d'acier de ceux qu'ils exportaient historiquement. Donc, ces accords bilatéraux, soi-disant volontaires, qui ont porté à des difficultés déjà il y a 20 ans dans le Golfe. Sur ceci, le système de l'OMC fonctionne par consensus, ça aussi, mais pas par majorité. Ça, c'est une des questions dans l'organisation internationale. Par exemple, l'Union européenne, il y a des décisions qui sont prises à l'unanimité, et la grande partie des décisions sont prises à la majorité. À l'ONU, vous avez pratiquement l'unanimité, le droit de veto pour les questions politiques plus importantes au Conseil de sécurité, qui sont obligatoires, et la majorité à l'Assemblée générale, mais c'est des résolutions qui ne sont pas obligatoires. Alors, l'OMC va dans le sens du consensus, mais dans le système des règlements, le système est atténué pour consentir les décisions de type arbitral et judiciaire, mais le renouvellement et nommer les membres, les 7 juges de l'organe d'appel, va à l'unanimité. Les Américains, disons, moi j'ai dit, ont découvert il y a 10 ans qu'il suffisait de dire qu'ils ne voulaient pas participer aux votations, pas voter contre quelqu'un, mais pas participer à la votation, et la votation ne peut pas avoir lieu. Alors, les membres, moi j'avais déjà fini mon mandat en 2009, mais les membres n'ont pas été renouvelés, alors les 7 sont devenus 5, ils sont devenus 3, et moins de 3, on ne peut pas juger. Alors le résultat, qu'il n'y a pas d'organe d'appel. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce système qui est boiteux? Les États peuvent présenter des recours au PNL qui émettent la décision, mais la partie perdante peut faire appel, et l'appel reste là, car il n'y a pas d'organe d'appel qui va le décider, et donc pratiquement la décision du PNL ne sert à rien, et donc le système est bloqué, et comme vous l'avez rappelé, c'est essentiel dans un système juridique que la garantie des décisions judiciaires soit établie. Alors, s'il n'y a pas de compliance, d'actuation volontaire, les décisions de peine sont intéressantes, mais ne sont pas décisives. Alors, il y a 2 phénomènes. Un, il y a une tendance, évidemment, d'éviter le PNL, de se mettre plus d'accord à l'amiable, qui, en théorie, peut être justifié, mais d'autre côté, va être un prix pour celui qui ne respecte pas les règles d'une économie importante et qui ne peut être porté en justice. L'autre aspect, c'est que les pays membres qui, au lieu, soutiennent le système, ont trouvé une solution alternative, un arbitrage, disons, volontaire en appel. Ce système a été lancé surtout par l'Union européenne, le Canada, maintenant après la Chine, le Brésil. Il y a à peu près 25 pays membres calculant, disons, l'Union européenne comme un seul membre, qui a une compétence dans le commerce international qui prime sur la compétence des pays membres. Et si on les calcule tous, il y a 53 pays sur 150 pays de l'OMC qui en font partie, même le Japon est entré. Mais les États-Unis ne peuvent pas être portés, évidemment, ce système. Donc voilà une autre fragmentation dans la réglementation internationale. Il y a des cas, par exemple, hier, moi je reçois le bulletin de l'OMC, un PEN, elle a émis une décision, un rapport, qui s'appelle entre la Panama et le Costa Rica. Donc il y a toutes sortes de pays sur des restrictions du Panama à les exportations de produits agricoles du Costa Rica. Et puis il y a des cas de la Chine
et contre les États-Unis. Il y a des cas importants sur l'huile de palme entre l'Indonésie et l'Union européenne. Vous voyez, des questions aussi écologiques, la restriction à l'huile de palme faite par l'Union européenne, pas pour des raisons commerciales et économiques, mais pour des raisons écologiques, que les pays considèrent contraires aux règles. Donc ça peut aller très loin. Par exemple, les journaux parlent maintenant qu'il y a un flux d'exportation de la Chine de petits produits qui sont envoyés par Amazon et d'autres qui coûtent moins de 150 €. Et alors, il n'y a pas de droit de douane sous 150 €. Et alors, il y a ce flux très grand. Et naturellement, en Europe, les industries, même les autorités disent qu'il y a beaucoup de produits que peut-être ne passent pas le contrôle des douanes, peut-être peuvent être dangereux, peut-être qu'il y a de la drogue, etc. Alors on va mettre un droit extra qui va les freiner, et quelqu'un d'autre dit non, mais vous regardez que selon les règles de l'OMC, les droits, vous pouvez avoir des droits de douane, mais les droits pour le handling, le traitement douanier doit être comparé, doit être mesuré sur les coûts effectifs. On ne peut pas mettre un droit comme ça qui devient un droit de douane déguisé. Donc, le droit va assez loin. Peut-être qu'il y aura une question entre la Chine et l'Union européenne. Donc, il y a quand même une réaction pour maintenir un cadre multilatéral. Non, personne ne peut dire. Évidemment, si l'administration Trump suit son tendance annoncer de mettre d'autres droits de douane en plus contre la Chine, contre tous les pays, pour des raisons de balance de paiement qui sont extra commerciales, ça sera encore plus difficile la situation, car sûrement les États-Unis ne sont pas prêts à résoudre ces questions par voie judiciaire à l'OMC, mais plutôt par voie politique, en mettant la politique avec l'économie. Disons, nous, on met le droit de douane contre les produits de l'Union européenne, mais si vous mettez plus d'argent pour la défense de l'OTAN, alors on va les enlever. Alors vous voyez ici, il y a des trade-offs qui n'ont rien à faire avec cette idée que le commerce et l'économie devraient être un peu protégés des excès politiques. Et donc, il y a la réaction, par exemple, cet arbitrage d'appel qui a été agréé comme provisoire. Il y a des négociations à Genève qui, je crois, difficilement vont aboutir à relancer le système, car au fond, le système, ça c'est mon opinion, a marché bien, il n'y a pas eu d'excès judiciaire de la part de personne, et on peut, la jurisprudence peut être revisée et éventuellement changée, mais je crois que les États-Unis ne seront sûrement pas prêts de revenir à remettre en place l'organe d'appel, et ce système d'arbitrage va devenir peut-être de facto définitif ou de longue durée. Alors il y a seulement une partie des pays, 53 je vous rappelais, qui sont membres, mais par exemple l'ambassadeur de l'Union européenne à Genève disait on n'est pas tellement préoccupé que notre pays n'est pas signé tout de suite, car petit à petit, quand ils auront des différends, ils vont probablement accepter pour ne pas aller à un système qui est bloqué. C'est ce qui est arrivé au Japon, n'était pas membre, puis ils ont eu une contestation avec la Chine. Après, ils l'ont réglé après Le Pen, mais ils avaient adhéré en vue d'un possible appel. Un autre développement intéressant parallèle est par exemple sur les différents des investissements qui, probablement beaucoup de vous ont connaissance, n'est pas un différend entre États, mais entre investisseurs étrangers et États de destination de l'investissement, sur la base de traités surtout bilatéraux de protection des investissements et de développement des investissements productifs dans le monde, tous les pays, même le Maroc est partie de beaucoup de ces accords, et c'est un arbitrage qui donc n'a pas la caractéristique d'être centralisé comme au lieu à l'OMC d'être interétatique, mais au lieu est plutôt à des aspects d'arbitrage commercial privé traditionnel,
Et là aussi, un effort de multilatéralisation qui conduit à l'UNCITRAL, qui est une unité pour le droit du commerce international, mais maintenant s'occupe aussi du droit des investissements de l'ONU, avec l'idée, c'est pas de centraliser le système, ça c'est un peu l'idée de la Commission européenne, d'avoir un tribunal d'appel pour les différents arbitrages centralisés, et c'est assez singulier car c'est un modèle qui est copié, inspiré par celui de l'OMC, quand l'OMC avait du succès, et maintenant que l'OMC retourne un système un peu plus arbitral et décentré, on voit mal que ce système, le vieux système de l'OMC, soit adopté avec succès dans la matière des investissements. Mais il y a aussi également une négociation sur des règles plus uniformes et plus, disons, équitatives pour la protection des intérêts publics des États qui, parfois, dans ces arbitrages, ne sont pas bien considérés par les tribunaux d'arbitrage. Donc, il y a une situation, je dirais, fluide, un peu préoccupante pour la sécurité du commerce et des investissements, quand les entreprises ont besoin de garanties de longue durée, même la transition écologique va demander des grands investissements, ils doivent trouver des capitaux internationaux, et la stabilité des rapports est importante, tandis qu'une fragmentation des règles, des positions des pays, naturellement, risque d'affaiblir ce mécanisme qui a développé le commerce international entre pays, et comme la Banque mondiale toujours souligne, la sortie de la pauvreté dans des pays en voie de développement, comme surtout la Chine et l'Inde, des centaines de millions de personnes qui ont trouvé des emplois dans des activités qui s'adressent au marché étranger. Merci.